Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, August 10, 2024. Some real estate agents and other stakeholders have been drilled on some of the important axes of the activity by the Douala City Council under the chairmanship of the Douala City Mayor. We shall be bringing to you some reactions of some real estate agents in the course of this newscast. Also in this newscast, another accident has been recorded on the Douala-Yaoundé Highway, leaving passengers and road users plying this stretch of road stranded for hours. Eyewitness met on the scene of the accident report that the incident occurred around 2 p.m. where a heavy-duty truck lost control. We shall be giving you more details in this newscast. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. Once again, welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. We'll kickstart right away, and it is in the French language, and it is with you, Makeda Lizignotom. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Cameroun, à l'instar des autres pays africains, célèbre ce 10 août la 13e journée africaine de la décentralisation et du développement local. Adoptée en 2012, l'objectif de cette journée, selon l'Union africaine, est de rappeler l'importance de la décentralisation dans la construction de l'Afrique et aussi la contribution des collectivités locales au développement des États membres de l'Union africaine, évidemment, et des territoires en leur sein. En cette année 2024, quels sont par exemple les acquis de la décentralisation au Cameroun? Nous avons posé la question à Henri Séverin Azembe, expert des questions sur la décentralisation. Reportage. D'après l'article 5 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, la décentralisation consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales de compétences particulières et de moyens appropriés. La promulgation de cette loi par le président de la République marque un bond important dans le processus de décentralisation amorcé en 2004. En cette année 2024, quels sont les acquis concrets de la décentralisation au Cameroun? Premièrement, les lois qui l'encadrent sont déjà mises en place. C'est le Code général des collectivités territoriales décentralisées et les textes subséquents visant son application. Le deuxième élément qu'on peut observer est que dans chaque territoire, commune ou région, nous avons désormais des exécutifs locaux qui exercent de manière exclusive les compétences qui leur sont dévolues par le truchement du Code général des collectivités territoriales décentralisées et les textes conséquents. Ça veut dire concrètement que sur les 360 communes, les populations peuvent désormais s'organiser de manière autonome, sans avoir la concurrence de l'État pour construire leur devenir et accéder au bien-être. Ceci n'était pas le cas il y a quelques moments. Dans le même ordre d'idées, la mise en place des régions fait partie de ces acquis, même si le transfert des compétences se fait encore timidement. Il faut aussi noter que en 2020, les régions ont été effectivement mises en place. Et cela fait partie des acquis de la décentralisation. Maintenant, pour ce qui concerne le transfert des compétences et des ressources, les compétences et les ressources sont transférées de manière un peu timide, et nous pouvons en appeler à un transfert plus rapide. Et la dotation générale à la décentralisation, qui était à un moment donné évaluée à 5 milliards de francs, se situe aujourd'hui autour de 292 milliards. Son gisement est désormais connu puisqu'il est évalué à 873 milliards. En se basant sur cet apport de l'État, au titre de transfert de ressources associées aux compétences, les communes peuvent envisager sereinement la façon de construire leur projet territorial, conclut cet expert. La journée africaine de la décentralisation se célèbre ce 10 août 2024.
Hier, le Cameroun s'est également joint à la communauté internationale pour célébrer la 30e édition de la Journée internationale des populations autochtones. Une population toujours confrontée à de nombreux défis socio-économiques dans notre pays. Les pouvoirs publics envisagent alors de renforcer le train de mesures en leur faveur. Olivier Bouzique pour les détails. Selon les statistiques des Nations Unies, on compte plus de 370 millions d'autochtones repartis dans 70 pays. Ils représentent moins de 5% de la population mondiale, mais forment 15% du nombre d'individus pauvres dans le monde. Au Cameroun, il existe deux grandes catégories de peuples autochtones, la communauté Mbororo et les communautés dites 4B. Ces différents peuples appartiennent aux segments les plus marginalisés et vulnérables de la population. Un déphasage qui constitue une entrave dans le processus de développement. Les élections se pointent à l'horizon. Alors, qu'avons-nous préparé pour les populations autochtones, pour qu'ils puissent participer activement, pour qu'ils puissent non seulement s'enregistrer dans les listes électorales, mais aussi pour qu'eux-mêmes soient candidats. Pourquoi n'est pas? Face à la situation préoccupante et aux multiples plaidoyers de leurs leaders, un ensemble d'actions est déployé au niveau international, mais surtout national, visant à protéger ces communautés et à assurer leur insertion socio-économique. Plusieurs actions sont contenues dans notre plan national de développement des peuples autochtones qui nous permettent de suivre comme une boussole les actions qui doivent être menées. Pouvoir avoir une carte nationale d'identité, pouvoir avoir accès à la nationalité. Maintenant, pour ce qui est de la participation à la vie politique, nous avons noté qu'il y a quand même une élite qui émerge. Malgré ce chapelet de mesures, beaucoup reste à faire pour garantir un épanouissement certain à ces communautés. Pour cette 30e édition de la Journée internationale des populations autochtones, l'objectif majeur est de promouvoir le droit à la citoyenneté des populations autochtones afin de faciliter leur inclusion sociale. Outre cette cérémonie commémorative présidée par Pauline Irène Guéné, une batterie d'activités se déroule dans les 10 régions à l'effet de sensibiliser toutes les couches sociales en faveur des peuples autochtones. Crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme appelle à un retour au calme. En marge de sa visite sur le sol camerounais, Volker Turk, face à la presse à Yaoundé, a déploré les exactions commises contre les civils et il invite dans la foulée le gouvernement à prendre plus de sanctions. Nous vous proposons d'écouter le résumé de sa communication par rapport à cette crise dans cet extrait sélectionné par Olivier Bouzique. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce qui avait commencé comme des manifestations pacifiques en 2016 s'est transformé en une crise majeure pour la population civile avec des affrontements entre des groupes séparatistes, d'autres groupes armés et les forces de sécurité, y compris l'armée, faisant des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et plus de 700 000 enfants privés de leur droit à l'éducation. Des informations continuent de faire état de violations des droits humains et d'atteinte à ces droits, notamment d'homicides, de mauvais traitements et de torture, d'enlèvements contre rançon et de restrictions à la liberté de circulation. L'imposition de jours de confinement par des groupes séparatistes empêchant les enfants de se rendre à l'école et les populations d'accéder à leurs moyens de subsistance au risque de se faire tirer dessus est inacceptable et doit être fermement condamné. Aucun effort ne devrait être ménagé pour faire taire les armes et mettre fin à cette crise insoutenable par le dialogue avec celles et ceux qui en décrivent et des exigences, par l'obligation pour les auteurs de violations des droits humains et d'atteinte à ces droits, de rendre des comptes et par des mesures de réconciliation, y compris une évaluation des processus existants de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour des membres de groupes armés. Malheureusement, il y a une impunité persistante pour les graves violations commises. La lutte contre l'impunité est absolument essentielle, quelle que soit l'affiliation des auteurs, car elle contribuera grandement à renforcer la confiance entre les citoyens et les citoyennes et l'État. Là
où les forces de sécurité de l'État ont été impliquées dans les violations, il est essentiel que les enquêtes soient menées indépendamment, rapidement et de manière transparente, et que les auteurs soient traduits en justice tout en assurant la protection des victimes et des témoins. J'ai reçu des assurances de la part du gouvernement à cet égard. Une approche centrée sur les victimes doit guider tous les efforts visant à résoudre cette crise prolongée. Par ailleurs, j'ai appelé le gouvernement à faciliter l'accès humanitaire aux zones touchées par le conflit. J'ai également exhorté le gouvernement à réviser la loi antiterroriste de 2014. Mon bureau est disposé à fournir des conseils de soutien et d'assistance. Je demandais aux autorités d'organiser une mission d'évaluation d'une équipe de spécialistes des droits humains de l'ONU dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest pour évaluer les progrès réalisés à la suite des recommandations de notre rapport de 2019 et l'évolution de la situation depuis. Parlons d'autre chose à présent dans ce journal. Propriétaire de biens dans une zone de priorité, si vous souhaitez l'aliéner ou le vendre, votre acheteur prioritaire est la mairie de la ville de Douala. C'est son droit de préemption. Un atelier de mise en œuvre effective de ce droit de la CUD dans le Vouri a eu lieu le 9 août. Plus de précisions avec vous, Oyan Donkeng et Julie Pop. L'assiette foncière de la communauté urbaine de Douala est quasi vide. Pourtant, celle-ci a de nombreux projets à réaliser pour la ville et partant pour le bien-être de la population. Nous devons construire des routes, nous devons construire peut-être des bibliothèques municipales, nous devons construire des salles de jeu, des salles de spectacle, des salles de sport, etc., etc. Nous devons construire éventuellement aussi des immeubles d'habitation à loyer modéré pour que les gens aient des logements décents. C'est pour cela que nous voulons avoir des réserves foncières et pouvoir les aménager dans l'intérêt général. Pour cela, la CUD, qui a les moyens de s'octroyer X ou Y espace, dans l'optique de maintenir la cohésion sociale, fait valoir son droit de préemption. Le droit de préemption nous permet précisément d'acquérir ce terrain auprès de privés par une voie de négociation, par une voie contractuelle. On aurait pu utiliser effectivement une expropriation pour cause d'utilité publique, mais à ce moment-là, c'est l'État qui arrache. Mais nous voulons ici aller de manière consensuelle dans une discussion, dans une négociation pour arriver à un accord avec celui qui veut vendre. Je précise que nous n'allons pas arracher le terrain des gens, nous voulons simplement que ceux qui veulent vendre s'adressent d'abord à la communauté urbaine. Celui qui ne veut pas vendre garde son terrain, mais celui qui veut vendre un terrain d'une certaine superficie doit d'abord s'adresser à la communauté urbaine, de manière à ce que nous puissions voir si dans le plan directeur de développement de la ville, ce terrain peut être utile pour tel ou tel usage collectif. Pour l'heure, la superficie minimale est de 2000 mètres carrés. Toutefois, la loi n'étant pas figée, celle-ci peut aller en deçà. Toutes les transactions se font par devant notaire. Donc le notaire introduit la demande d'intention d'aliéner. Ce n'est ni le propriétaire ni la communauté résidentielle, c'est le notaire qui rédige le projet, la déclaration d'intention d'aliéner, qui la dépose à la communauté urbaine. Donc c'est elle qui met en relation le client avec la communauté urbaine de Douala. Ensuite, nous attendons le délai et si la communauté accepte cette transaction, elle nous retourne la déclaration afin que nous puissions continuer la procédure. Donc vous voyez, ce qui change, c'est cette relation avec la communauté, cette attente, et puis les différentes étapes qui suivent interpellent le notaire jusqu'à la conclusion de la vente, jusqu'au paiement. Un propriétaire immobilier dans une zone de priorité qui souhaite l'aliéner ou le vendre doit le proposer en priorité
à la communauté urbaine de Douala. Le carrefour Ndokoti a été choisi et à partir de ce carrefour Ndokoti, il y a eu des cercles concentriques. Le premier cercle a un rayon de 5 km à partir du carrefour Ndokoti. C'est la zone de priorité 1, c'est-à-dire c'est la zone qui concentre la plus grande urbanisation de la ville. Donc la densité de population y est importante. La deuxième zone, c'est la zone de priorité 2. C'est compris entre les 5 km et 10 km. C'est la deuxième zone de priorité. La troisième, c'est entre 10 et 12 km. Et la dernière zone, c'est la zone 4 qui est au-delà de 12 km. Et tout cela concerne l'ensemble du département du Vouri. C'est le droit de préemption de cette institution qui a un délai de 2 mois pour se prononcer. Passé cette période, en cas de silence, le propriétaire peut le vendre à un tiers. Sinon, il se met en contrat avec la mairie de la ville et d'un commun accord, les deux parties vont arrêter le montant de la transaction selon la mercuriale en vigueur et les délais de paiement. Ceux qui ne se soumettront pas à cette procédure s'exposent à de nombreuses sanctions. Un atelier de mise en œuvre effective de l'exercice du droit de préemption de la communauté urbaine de Douala dans le département du Vouri a eu lieu ce 9 août 2024. And still in line with the seminar, I'll now invite you to listen to Ibrahim Salif, a real estate agent who sheds more light on the importance of the seminar on the activities. Workshop is very important, as I can say, because there are so many people that goes into the field without taking part into a workshop like this one. So I'm happy that the workshop is a very heavy one with the presence of the mayor and other important personalities. So though some of us Anglophones, we don't understand the whole thing well, but I would like to think it's a very big time workshop. Like when you talk of real estate, you have some people that goes into the field without any knowledge, where they call them dimaches, and they involve themselves into funny situations. And a real estate agent is a business where you involve into a high level of monetary issues. So it's something that you need to come out with important knowledge, not only important knowledge, good knowledge about the field. Okay, so tell me, yeah, some of the situations we face in the field, it's like some of us, we are not well oriented. You can't, somebody can tell you, I have a land to sell. You don't go about investigating the land well to get details about the land, like the documents, other things, or when documents are given to you, you don't go to like Kadas to verify, to know if this land really belongs to this person, you see. And some of us, a seller can tell you that I am selling my land for 50 million, you go about selling it for 100 million. Tomorrow when there is a problem, you see you will not be able to refund this money. So we don't go like to know the whole thing about the field, to know like people work on percentage. That is like something that is lawful about the business. That's some of the situation we face. And we continue this newscast in the French language with you, Makeda Lydie Newton. Tout à fait, et toujours par rapport à cette actualité, Maître Kamako, il est avocat au barreau du Cameroun et il estime que cette mesure de la mairie de Douala est contre-productive et contre le développement. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Julie Pont. Si sur le principe, la mairie de la Douala a vocation à construire, à développer la ville, c'est tout à fait normal, c'est bien. Mais sur le plan des activités économiques, sur le plan de la liberté économique, on ne peut pas venir scotcher le développement par rapport à ce qui va se passer à la mairie. Nous savons comment les choses se passent sur le terrain. Les gens vont être, les activités des gens vont être plombées parce qu'il faut attendre la mairie
qui va attendre 2 ans, 3 ans, qui vont passer à s'exécuter. Et puis les autres vont être, les gens vont, n'est-ce pas, être arrêtés, enfin. Les gens vont être freinés dans leur élan de faire des choses. Moi, je trouve que ce n'est pas une très bonne chose. Si les choses pouvaient se passer de façon pratique, de façon pragmatique, de façon honnête, on comprendra encore. Mais nous savons comment les choses se passent dans ce pays. On va dire que la mairie va avoir le droit de préemption. Vous allez aller là-bas, la mairie ne va pas payer au prix que vous voulez. Ils vont chercher à payer au prix qui l'intéresse, alors que c'est le vendeur qui doit fixer le prix. Et tout ça, il y a plein d'éléments qui vont entrer en ligne de compte, qui vont fausser le jeu dès le départ, qui vont fausser le jeu à l'arrivée. Mais il faut laisser la liberté de commerce s'exercer comme ça s'est passé jusqu'à présent. Si la mairie a besoin de terrain pour construire le développement de la ville, pour lequel personne n'est contre, hein, personne n'est contre. Mais elle n'a qu'à exercer comme toute partie au développement local. C'est eux qui signent le certificat d'urbanisme, c'est eux qui délivrent le permis de bâtir. S'ils ont besoin de ça, ils ont tous les créneaux pour chercher les moyens qui sont dans la ville. Mais dire qu'obliger les gens, astreindre les gens à une obligation de droit de préemption de la mairie, moi je trouve que c'est contre-productif. And I now invite you to go discover the works of an iron works craftsman in the economic capital city who uses recycled motorbike tanks to produce fine pieces of iron artwork. Donc avec ça, on donne une seconde vie au vieux réservoir de moto. Unlike the ordinary dirt you find picking around households, here we have artistic iron works which have been beautifully and carefully sculpted into dirks by an ironwork craftsman. A couple of recycled irons, plus damaged reservoirs gotten from unuseful motorbikes. This creative mind assembles these objects and transforms them into these amazing ironworks, which he exposes for sale in his workshop. Ici, c'est à peu près notre showroom. Oui. Là, ici, vous avez des canards. Et ici, on veut donner une seconde vie aux vieilles pièces de moto. This is our showroom here. We have dirks where we want to give a second usage to these damaged motorbike reservoirs. We have different types of dirks, the male, the female. We try to respect the original creatures which we create. Au vieux réservoir de moto, le mâle, parce que généralement, chez les canards, les mâles sont toujours plus grands. Donc quand nous on fabrique même les animaux, on respecte tout ça. On s'assure. Specialized not only in the creation of dirks, this craftsman also creates a variety of decorative designs of birds, which he seems to fancy. With this, he uses a different other metallic object and irons from those he uses to create the dirks. Ça, c'est le pélican. Oui, c'est une espèce d'oiseau qui... We have pelicans, different other species of birds, and also the cock. Here he is in a fighting position. You know, cocks like to fight. Donc ça, c'est un coq qui est là en position de combat. Vous savez, les coqs, généralement, c'est des animaux très agressifs. Genius in this art, which is been 72 hours where the Minister of Transport was talking about road safety campaign that another accident has been witnessed around the Yaoundé-Douala highway, leaving passengers and road users plying the stretch of road stranded for hours. Eyewitness met on the scene of the accident report that the incident occurred around 2 p.m. where a heavy-duty truck lost control and cut across the road, leaving the other road users and passengers stranded. And I invite you to listen to some reactions from the road users who got stranded in the course of this accident. Makeda Lidinyotom, you have something to say about this? Tout à fait. Nous allons justement vous proposer quelques réactions de ces passagers qui ont été bloqués pendant plusieurs heures sur l'axe Yaoundé-Douala à la suite de cet accident qui a évidemment perturbé la circulation. Ils s'expriment au micro de Françoise Avikoa.
mon cher ami, franchement, nous sommes seulement dépassés par l'événement. Vous savez, vous partez de Yaoundé pour aller résoudre un problème à Douala tous les jours. Maintenant, moi j'avais un séminaire là qui devait commencer à 11h, je ne peux plus, à cause de l'état de la route. Je me demande où est-ce qu'on en est avec l'autoroute Douala-Yaoundé. Si jusqu'à présent on n'arrive pas à bien circuler, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis Stéphanie Mendiété. Voilà, nous sommes en train de faire un voyage sur l'axe de Douala-Yaoundé. Nous nous retrouvons bloqués pendant plus de 45 minutes. Ça, c'est un grand manque à gagner pour ceux qui partent faire les affaires. Bon, je ne peux rien vous dire. On est laissé bloqué là dans l'embouteillage. Moi, je suis seulement curieux, je suis venu voir ce qui se passe devant. C'est un cas d'accident, on a trouvé ça en route, nous sommes bloqués, c'est bon. C'est la route, c'est l'état de la route. C'est depuis combien de temps? On ne sait pas, on a déjà trouvé, c'est plus d'1 heure de temps. Il faut que le ministre des Transports essaie de faire quelque chose, premièrement sur les panneaux en route. Les panneaux en route ne sont pas défichés. Les panneaux, tu vois 60, tu vois, tout ça sont en brousse. La route est mauvaise. And away from our local stories, we now take on our international stories, and it is with our VOA partners. Spectators gathered in Sausalito, California recently to watch an unusual flight. The Helix, made by Silicon Valley company Pivotal, is among the first electric aircraft to take flight in what some are calling a new era of aerial mobility. Aircraft that can take off vertically without a runway and then fly like a plane have been anticipated for decades. Advances in engine technology and lightweight materials have helped bring about this moment, says Pivotal's CEO Ken Karklin. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. The Helix will appeal most to those who love to fly and who can afford a $200,000 personal aircraft that is currently limited by battery storage to 20 minutes of flying time. More people are likely to have their first electric aircraft experience in an air taxi, like Archer Aviation's Midnight. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. The aircraft is undergoing government safety testing, but if all goes as planned, the company says they will be flying customers by the end of 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer has plans to operate air taxi services in several U.S. cities, including the San Francisco Bay Area, where air taxis would fly between existing airports and a new vertiport on the bay. The company projects that passengers will pay a fare comparable to a rideshare trip to the same location. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Driven by the quest for zero-emission flight and lower operation costs, hundreds of manufacturers worldwide are vying to launch their version of an electric aircraft. Along with the proliferation of drones, the airspace could get crowded. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Many in this crowd seem eager to get on board. Matt Dibble, VOA News, Sausalito, California. And that report from our VOA partners puts an end to this edition of the newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in very interesting and fruitful programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makedali Newton. Au revoir, Christine Sexoulet, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellent week-end à vous.